En fait, tout ce qu'on fait sera plus. Que ce soit si on hausse le ton, on va être aperçu comme étant agressif. Si on met une jupe trop courte, on est vulgaire. Si on a les cheveux un petit peu en pétard, on n'est pas professionnel. Si on met un peu trop de maquillage, on est dévergondé. Mais si d'autres femmes le font, ça va paraître un peu plus inaperçu. On va payer toujours beaucoup plus cher quelque chose qu'une femme d'une autre ethnie, et particulièrement qu'une femme par rapport à une femme occidentale. Quand on parle de l'hypersexualisation, notamment de la femme noire, on peut prendre aussi aujourd'hui tout ce qu'on voit dans les clips vidéo. Où en fait, le seul créneau qu'on vous offre, c'est celui-là. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, une femme noire qui a du talent, on peut donner l'exemple de Beyoncé, tu vois. Si vraiment tu veux avoir une meilleure exposition, il va falloir en fait accentuer ce côté sexuel, pouvoir te donner du crédit, parce qu'en fait on a comme attaché une image à la femme noire, et en fait c'est celle-là. En fait, il y a du double tranchant dans cette histoire. Alors effectivement, on est très sexualisé, on est toujours critiqué, on ne peut littéralement rien faire. Mais il y a parfois aussi, il y a certaines filles, elles s'habillent, des fois tu te dis, mais why? Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Racines et Réflexions. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va toucher un thème un peu sensible qui s'adresse aux femmes de façon générale, mais plus particulièrement des femmes noires, donc qui est l'hypersexualisation des femmes noires, ainsi que le fétichisme des femmes noires aussi, de leur corps. Donc on va vraiment on va parler des origines, d'où ça vient, pourquoi, enfin depuis combien de temps que ça existe et pourquoi on en parle même encore aujourd'hui en 2025. Et ensuite, nous on va partager nos réflexions là-dessus, sur ce thème, sur ce sujet. Et pour finir, on va apporter des idées d'amélioration pour déconstruire en fait ce terme-là pour le mettre en place. Donc là aujourd'hui avec moi j'ai mes trois invités, donc je vais les laisser se présenter chacune et ensuite tranquille. Ah, pourquoi moi? Moi alors. Moi je m'appelle Amélia, je suis infirmière, je ne dirai pas mon âge. Non, j'ai 36 C'est dans ans. ton droit. Et je suis originaire de la Guinée-Bissau, mais comme toutes les filles autour de cette table, française de papier. Voilà. Voilà ce que je dirais pour me présenter. Ok, super, merci beaucoup Amélia. Et tu travailles dans quel domaine? Je suis infirmière. Je suis plus infirmière. J'ai passé la majeure partie de ma carrière, si je peux dire ça, en cancérologie, mais aujourd'hui, je fais de la gériatrie maintenant. Oh, ok. Ouais. Ok, intéressant, super. Merci beaucoup Amélia. De rien. Aurore, 28 ans, originaire du Congo, mais comme Amélia, française de papier, et depuis peu immigrée au Canada. Donc du coup, d'immigrés qui immigrent. Ah, c'est super, on immigre. Du coup, je suis acheteur, consultante achat, et actuellement, j'offre mes services pour une compagnie minière. Ok, super, génial. Et moi, c'est Emeline. Donc, j'ai 31 ans et je fais le même boulot que Aurore ici présente, plus acheteuse projet. Et voilà, je travaille actuellement dans une entreprise qui touche à tout ce qui est produits électriques et industriels, mécaniques, etc. Donc, voilà. Super. Franchement, j'aime bien. On a des parcours un peu divers. Ah, moi, j'ai pas dit d'où je suis d'origine. Vous voulez deviner? Mais dis-nous tout. Mais peut-être on va deviner Dis-nous avant la fin. peut-être Ne un dis nom, pas. que les gens- Ne dis pas. On attend la fin du podcast. Donne au moins un indice aux gens. Juste un indice au moins. Moi, je veux juste dire le continent, Oh, c'est mon tout. Dieu. Il y a pas besoin de beaucoup de choses, en fait. Il y a pas besoin. Tout le monde va comprendre. Ok, c'est bon. Si c'est le continent, bon. Je pense que tout le monde a trouvé là depuis l'origine. Vraiment. Donc, franchement, les filles, le sujet dont on va parler, moi j'ai une question. Vous, est-ce que vous savez ce que c'est? Genre, là, pour commencer, pour définir les termes, est-ce que si je parle d'hypersexualisation des femmes déjà de façon générale, mais encore plus particulièrement des femmes noires, vous, qu'est-ce que ça vous évoque comme
Commençons par le continu. Le continu, bien évidemment. J'ai même pas eu le temps de penser à ce que j'allais dire. Non, moi, à quoi ça me fait penser? Ça me fait surtout penser au fait que, quoi que fasse une femme, dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, dans sa manière de se présenter, il y a une certaine forme d'aura que la société va lui donner, qui est toujours liée à la sensualité, qui est toujours liée à la sexualité. Et en fait, je dirais que en termes d'image, plus que pour les autres femmes, la femme noire va être beaucoup cataloguée sur deux pans, soit sur le pan de la femme dure, un peu violente, soit sur le pan de la femme super sexuelle, super attirante, beaucoup avec des formes, et son discours, tout ce qu'elle a beau dire, bah en fait va être imprégné de cela en fait. D'accord. C'est des vieux clichés qu'on traîne de la colonisation, où effectivement, comme l'a dit Emmeline, c'est vrai que en fait tout ce qu'on fait sera plus. Que ce soit si on hausse le ton, on va être aperçu comme étant agressif. Si on met une jupe trop courte, on est vulgaire. Si on a les cheveux un petit peu en pétard, on n'est pas professionnel. Si on met un peu trop de maquillage, on est dévergondé. Mais si d'autres femmes le font, ça va paraître un peu plus inaperçu. On va payer toujours beaucoup plus cher quelque chose qu'une femme d'une autre ethnie, et particulièrement qu'une femme par rapport à une femme occidentale. Ok. Et toi, Amélia? Moi, l'hypersexualisation... Alors, est-ce qu'on parle des personnes racisées? Des personnes racisées. Ou des femmes noires? Toutes? Là, on parle toutes, de façon générale, toutes les personnes racisées. Et là, après, le sujet, c'est les femmes noires, mais le sujet vraiment concerne toutes les femmes racisées. En fait, pour moi, tu sais, c'est une histoire, pour moi, je pense que c'est pas pour moi non plus, mais c'est une histoire de dominant-dominé et de dominer le corps noir, tu vois. C'est-à-dire qu'on parle d'hypersexualisation des femmes, mais on peut parler des hommes aussi. On peut parler aussi des femmes asiatiques. Et en fait, moi, je pense que c'est une histoire de dominant-dominé. Je m'explique, c'est-à-dire que je pense que la colonisation, l'esclavage, etc., a permis une forme de domination des autres. Et en fait, quoi de plus, comment dominer le corps de la personne? Et en fait, sexualiser la femme noire, c'est lui dire, ta fonction, ce sera ça, tu vois. Ou la femme asiatique qui a la réputation d'être soumise. En fait, je donne des exemples comme par-ci, par-là. Et après, je pense que quand on parle de l'hypersexualisation, notamment de la femme noire, on peut prendre aussi aujourd'hui tout ce qu'on voit dans les clips vidéo. Tu vois, où en fait, le seul créneau qu'on vous offre, c'est celui-là. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, une femme noire qui a du talent, on peut donner l'exemple de Beyoncé, tu vois. Si vraiment tu veux avoir une meilleure exposition, il va falloir en fait accentuer ce côté sexuel pour pouvoir te donner du crédit, parce qu'en fait, on a comme attaché une image à la femme noire. Et en fait, c'est celle-là en fait, qu'on veut voir. Le reste ne nous intéresse pas. Et si tu sors de ce cliché-là, en fait, tu ne nous intéresses pas. On ne veut pas savoir ce que tu as à dire. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Et je pense que, tu sais, on veut comme se détacher un peu des clichés qu'on nous a imposés. Mais pour moi, en tout cas, c'est une histoire de domination. C'est le dominant et le dominé. Le dominé va dire ce qu'il a à dire. Et en fait, tu le verras sous une certaine forme qui sera toujours la plus belle, la plus blanche, la plus parfaite, Et en fait, nous, on se bat avec le reste, en fait. Avec les miettes, là. Puis on se bat, tu vois. Donc, c'est ça. Je voudrais juste rajouter, parce que je trouve ça super intéressant ce qu'elle a dit sur la partie dominant-dominé. Je suis toujours intéressante, madame. Aïe, J'aurais dû faire vous voyez? Si c'était moi qui avais dit ça, on allait dire que ouais, dérange. Je faire partie du continent, je ne comprends pas. C'est pour ça que j'ai dit bref, en tout cas. You know. Mais non, plus sérieusement, effectivement,
le sexe, en fait, et je dirais même la partie, enfin, tout ce qui ça trait à l'intimité d'une personne, c'est lié, en fait, à notre humanité. Et en fait, quels sont, en fait, les moteurs de déshumaniser quelqu'un? C'est justement, de lui enlever la possession de son corps et de sa sexualité. Et très souvent, quand on veut briser quelqu'un, émotionnellement ou psychologiquement, il va y avoir des agressions, sexuelles et d'autres choses encore. Et donc, en fait, effectivement, ça remonte il y a très longtemps, durant la colonisation, l'esclavage, etc. Et parmi l'un des moyens qui était utilisé pour asseoir la domination sur les Noirs, et notamment sur les femmes noires, mais aussi sur les hommes noirs, c'était justement de prendre possession de leur corps en leur infligeant toutes sortes de sévices sexuels. Et donc, en fait, à partir de là, et ça fonctionne aussi pareil pour les Asiatiques, il y a toute cette partie-là où, en fait, effectivement, les femmes asiatiques paraissent soumises et on veut les mettre dans cette carcan où, en fait, elles sont soumises et on veut les dominer. Et donc, pareil, en fait, pour asseoir cette domination, on va utiliser tout ce qui s'attrait à la sexualisation. Et en fait, c'est mis à l'extrême pour nous, aujourd'hui. Franchement, moi, je vous rejoins sur ce sujet parce que, sur toutes les définitions là que vous avez dites, parce que, pour moi, si je dois définir l'hypersexualisation, et comme vous avez dit, ça remonte vraiment à loin. Genre, vraiment, je pense que c'est un peu les héritages. C'est cette partie-là, c'est-à-dire même pour les vendre et tout, on les mettait nus. Exactement. Donc, dans l'imaginaire, en fait, collectif, des gens de la société, même des hommes blancs, en tout cas à l'époque, c'est que la femme noire, en fait, c'était quelqu'un qui était pas assez. C'est-à-dire, elle est disponible. On peut lui faire ce qu'on veut. Pour vendre les esclaves femmes, elles étaient mises à nu, en fait. On leur touchait les seins et tout. On leur malaxait le corps. Et vraiment, c'est... Donc, il y a aussi ça, je pense qu'inconsciemment, les gens, que ce soit des blancs ou même des personnes qui ne sont pas blanches, mais parce que les hommes noirs aussi font également ça, les propos que les hommes blancs peuvent tenir sur l'hypersexualisation, les hommes noirs aussi le tiennent. Là, on parle vraiment de tout le monde. Et vraiment, pour moi, l'hypersexualisation, ça remonte vraiment à loin. Et même parmi nous, c'est-à-dire nos familles. Moi, quand j'étais petite, personnellement, j'ai déjà entendu des phrases comme « mets pas ce short-là parce qu'il y a tel oncle qui va arriver ». Oui. Fais attention à ta posture. Fais attention à ta posture. Comment tu marches. Voilà. Un débardeur, mets un pull, tout ça. Un pull. Assis-toi d'une certaine façon. C'est ça. Après, c'est peut-être des comportements de bienséance ou quoi que ce soit, mais on va te dire non, mets pas ça, fais pas ça parce qu'il y a telle personne, tel homme qui va arriver aujourd'hui ou tel monsieur. Quand il y a un tonton, ah oui, non, les petites d'aujourd'hui et tout. Mais parfois même, dans certaines familles, c'est la propre mère ou les tantes qui ont peur même que dès qu'une des petites là commence à grandir, elle commence à attirer l'œil du mari. C'est ça. Exactement. Ouais, on commence à attirer l'œil. Surtout que, tu sais, les jeunes filles, souvent, elles naissent avec des formes qu'elles peuvent pas contrôler, tu vois. Donc, très souvent, même, ça arrive qu'il y a des mamans, ou même des tantes, ou même dans ta propre famille, on te voit déjà, on te regarde plus sous le regard de l'enfant, mais sur le regard d'une femme. Alors que la petite, elle a quoi, 12 ans, 10-12 ans, tu vois. Et ça, c'est l'œil de l'adulte, en fait. Même quand tu dis, oui, j'ai déjà vu des histoires, même entendu des témoignages sur les réseaux sociaux, où il y a une petite qui te dit, oui, elle dit à sa mère que, oui, tel monsieur, tel tonton l'a regardé d'une façon qui n'était pas adéquate. Et la maman, elle lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu étais habillée? Genre, vraiment pour dire que même automatiquement, en fait, dans la tête, en vrai, c'est des trucs qui remontent tellement loin que même nous-mêmes, inconsciemment, même les gens, au sein même de la communauté noire, des parents ou des oncles noirs, c'est aussi, ils sont aussi, en fait, ils participent à cette hypersexualisation, en fait, des femmes noires. Parce que dès le plus jeune âge, on te dit, oui, habille-toi d'une certaine façon, parce que tel tonton peut te voir de cette façon-là, mais c'est pas normal, en fait. Je pense aussi que culturellement, il y a beaucoup de choses qui ont été emmagasinées par nos parents, mais plus spécialement même par nos mamans, qui remontent très certainement d'avant elles.
et qu'elles n'étaient pas comme nous dans le combat de ces déviances, mais elles étaient plutôt dans l'acceptation, dans le sens, pas la résignation, pardon. Pas la relaxation, mais plutôt la résignation. Et donc, du coup, au lieu de combattre cela, elles essayent de te protéger en te disant justement, en te faisant copier en fait les mêmes choses que leur propre mère leur ont dit de faire. C'est-à-dire, ne mets pas tel habit devant ce tonton, parce que très certainement qu'elle sait que cet oncle-là est déviant, qui va la regarder d'une certaine manière, mais parce qu'il y a la culture, parce que c'est la famille, parce qu'on ne parle pas de ces choses-là, elle préfère te dire voilà, mets-toi dans la chambre, ou mets un pantalon, ou ne fais pas ci, ne fais pas ça, plutôt que d'aller confronter ces personnes-là. Du coup, c'est un problème un peu de la toute-puissance du patriarcat, tu vois. Oui, exactement. C'est au lieu de reprocher à l'homme, on va le reprocher à la femme. À la femme. Même pas à la femme, on va le reprocher à un enfant. À l'enfant. Ouais. Donc vraiment, ça veut dire que c'est ancré, ça commence dès le plus jeune âge. Parce que là, nous, on grandit et tout, on est victime, mais on est victime aussi dès le plus jeune âge. C'est-à-dire, on n'est pas conscient, c'est peut-être en grandissant qu'on se dit « Ah oui, c'est vrai, quand j'étais petite, en fait, ma tante, elle m'avait sorti ça, donc c'était ça, donc c'est ça l'hypersexualisation. Ah, c'est pour ça qu'on me disait ça. » Et tu te dis, est-ce que du coup, c'est l'hypersexualisation, ça? Je sais pas. Bah, inconsciemment, on te sexualise, parce qu'en gros, pourquoi je dois mettre un... Tu vois? Genre, je suis en short, et un tonton qui vient me dit « Ah, va mettre un pantalon. » Ou alors, si la petite danse. Voilà. On lui dit, ne danse pas comme ça devant les tontons. Exactement. Alors que c'est le tonton le problème. C'est pas l'enfant. Pourquoi je ne peux pas danser comme ça? C'est que... Donc, on est encore dans l'hypersexualisation. Il va regarder la petite danser, il peut lui venir des idées dans la tête. Donc, lui s'imagine quoi, en fait, en regardant juste un enfant danser ou une petite en short ou une jeune fille en short. Ce qui veut dire que finalement, en fait, on se rend compte que les restes, en fait, finalement, c'est-à-dire que l'esclavage fait que... Les restes de l'esclavage fait qu'en fait, le corps noir ou le corps des personnes qui ont été réduites en esclavage dans la colonisation, c'est juste des objets. C'est-à-dire que même nous, on a intégré le fait que dans nos rapports homme-femme, l'homme persiste à nous considérer comme un objet. À partir du moment où tu es une femme noire, tu es là pour assouvir un besoin ou, tu vois, et dans la continuité, en fait. Donc, ça veut dire que au fond, même dans notre traumatisme, nous-mêmes, on a intégré qu'on n'était pas forcément humain. C'est ce qu'on est en train de dire. On s'est auto-déshumanisé, notamment l'homme vis-à-vis de la femme. Mais là, en fait, dans le sens, en fait, c'est que, en fait, dans la société, la femme noire, elle est toujours perçue, après vous me direz si je me trompe ou pas, hein, comme automatiquement, ça va être la fille provocante. Après... Sa sexualité est toujours exagérée. Je suis d'accord avec Emeline, c'est vrai qu'on ne cède pas non plus. On ne cède pas, Il n'y a rien qu'à descendre. On va aller à Londres, on ne va pas aller loin. On ne s'habille pas comme ça tous les jours, non plus. Je suis d'accord avec Emeline. C'est-à-dire En fait, je vais dire que c'est... En fait, il y a du double tranchant dans cette histoire. Alors, effectivement, on est très sexualisé, on est toujours critiqué, on ne peut littéralement rien faire. Mais il y a parfois aussi, il y a certaines filles, elles s'habillent, des fois tu te dis, mais why? Et c'est la même réaction que j'aurais eue si j'aurais vu une blanche, une indienne, une asiatique habillée de cette façon-là. Pourquoi tout ça? Pourquoi tant de trucs, de strass, d'artifices, qui vont, entre guillemets, attirer l'œil de façon pas positive. Et en fait, ça aussi, je trouve que ça aide pas. Et ça, c'est un point que ma mère m'a toujours dit, c'est pas être sobre, discrète, mais soit toujours élégante. Ne bascule jamais dans le vulgaire, parce que le vulgaire, en fait, va te coûter beaucoup plus cher que le même vulgaire, en fait, qui va être appliqué par une femme d'une autre origine. Ah, mais là, se pose la question, où est-ce qu'on dose le vulgaire? C'est ça. En fait, le problème, c'est que chacun a sa vision du vulgaire, chacun a son prisme du vulgaire. Et encore une fois, pour une femme noire, le vulgaire, il vient très vite. Tu portes un jean. C'est pour toutes les femmes. Moi, je suis désolée. Hein. Moi, je suis désolée. Tu portes une femme noire qui va porter un jean, le même habit, hein, une femme noire avec des formes contrebasses, une femme blanche avec une forme longiligne, ou même avec des formes contrebasses aussi,
la femme noire, on va dire qu'elle est vulgaire. Et très vite. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle a des grossesses, parce qu'elle a des gros seins, parce que ci et parce que ça. La femme blanche, elle sera beaucoup moins... je donne un exemple comme ça. Alors, Sabrina Carpenter. Je sais pas si vous voyez, c'est une chanteuse pop blanche. Blonde et tout. Oh, ouais. Voilà. Elle a fait un peu le débat ces derniers temps parce que lors de son concert à Paris, elle a fait, ça a duré genre 10 secondes, hein, mais elle était dans une position où à un moment, tu avais donc un homme devant elle, un homme derrière elle, et en fait, elle s'est baissée en position perpendiculaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, position plutôt équivoque, tu vois. Et les gens, ils ont parlé de ça, mais quand tu vois les commentaires des gens, c'est ouais, mi-rigolade, on est choqué, mais ouais, qu'est-ce qu'elle fait, machin. Je te laisse imaginer si Aya Nakamura fait la même chose. Je vous laisse imaginer. Après, je ne vais pas dire qu'Aya Nakamura, elle est sexy, machin, et elle en joue et elle s'assume. Mais, est-ce que vous pensez que... Là, vous n'en avez pas entendu parler de cette histoire de... Non, Je vous laisse imaginer si Aya Nakamura aurait fait la même chose. Je pense que ce serait monté jusqu'à Macron. En fait, moi, je trouve qu'il y a une différence moi, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'on va prendre Beyoncé, avec toutes ses petites tenues, machin, ses tenues de scène. Elle met des tenues de scène, Beyoncé. Ouais. On va prendre quelqu'un qui a exactement la même morphologie que Beyoncé. On va prendre Megan Thee Stallion. Je trouve, Beyoncé, je l'ai jamais trouvée vulgaire. Pourtant, Megan Thee Stallion, je la trouve hyper vulgaire. Tu prends, elles ont la même morphologie. Elles ont à peu près le même corps. Depuis quand? Parce qu'elle a maigri, Megan Thee Stallion. C'est vrai qu'elle a maigri. Elle a maigri, effectivement. Par contre, on va prendre Ice Spice. C'est qui? Oui, mais... elles ont les mêmes morphologies. Oui, mais alors effectivement, ça dépend de l'attitude. Ça dépend de l'attitude qui va avec, parce qu'effectivement, Beyoncé, elle a une attitude où même quand elle met des habits... Alors, Beyoncé, en fait, même quand elle met des habits, on va dire, révélateurs, ça reste quand même... peut-être les jambes, mais souvent des justes au corps comme ça et tout ça, on va voir ses jambes, mais ça, en fait, c'est effectivement, elle a une manière de s'habiller qui reste quand même assez élégante et même son attitude reste élégante. Tu parles, Beyoncé marche à côté de toi, même son attitude, tu peux pas te permettre de lui dire n'importe quoi. T'as dit ce que je voulais entendre, l'attitude. Donc au final, c'est l'attitude, oui. Donc c'est un problème d'attitude. Au final, c'est pas tellement un problème de personne. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que attitude et vêtements égal ou une femme noire sera beaucoup plus châtiée qu'une femme blanche. Ouais, mais là, on a l'exemple de deux femmes noires. Et c'est vrai que la différence chez une autre, c'est l'attitude, et qu'une autre n'a pas. Donc au final, c'est vrai, oui, l'habit vulgaire, tout ça, parfois, ça n'aide pas non plus. Mais est-ce que c'est pas l'attitude qui ne suit pas avec? Ouais, mais après aussi Beyoncé, 20 ans de carrière, plusieurs Grammy... tu sais, c'est pas Megan Thee Stallion, elle est arrivée, elle est rentrée tout de suite dans le ratchet, tu vois, tout de suite. Elle joue de ça. Beyoncé, tu sais, il y a comme certaines formes de respect. Moi, en fait, là, bon, on a fait une petite parenthèse, mais là où je te rejoins, c'est dans le sens où, en fait, cette hypersexualisation des femmes noires, là, elle est basée, en fait, sur des stéréotypes. C'est quand elle est basée sur des stéréotypes où là que ça devient problématique, en fait. Maintenant, oui, certes, les choses ont avancé, ont évolué, bon, en quelque sorte, oui, beaucoup avancé. Mais moi, je rejoins Amy dans le sens où, là, l'exemple qu'elle a donné avec Sabrina Carpenter et Aya Nakamura, si c'était Aya Nakamura qui avait fait ça, effectivement, même que ce soit de la part même des Noirs ou même des Blancs, tu vois, ça serait monté même jusqu'à Macron. Parce que, encore une fois, les gens sont outrés, choqués, ou ils vont commencer à la dénigrer, la dégrader parce que, elle est noire, elle est noire. On n'a pas droit à l'erreur. Je suis sexy, écoute, je fais des positions provocantes, non, c'est grave. C'est grave, ça aide pas, comme tu as dit, ça aide pas les autres. Comme tu as dit, oui, à Londres, elle s'habille d'une façon ou d'une autre, est-ce que ça aide ou pas? Mais il y a d'autres personnes de d'autres communautés qui s'habillent de cette façon-là. Pourquoi nous, c'est problématique? Pourquoi nous, tout de suite, ça fait office de débat, on doit se défendre, alors qu'il y a toutes les femmes s'habillent sexy, avec des mini-shorts, tout. Pourquoi quand c'est les femmes noires, c'est tout de suite... on va utiliser des mots comme oui, elle est très provocante, elle est super à l'aise avec sa sexualité, elle est très en forme, j'ai envie de les tester. Oh, l'exorcisme. Enfin, franchement. Je viens de penser à un truc, je sais pas si je peux le dire.
Mais dis, on peut couper. Mais en fait, j'ai vu, c'est une étude, ou je sais pas si on dit une étude, ou un sondage. Je sais pas si, non, c'est un sondage ou une étude, anyway. Et c'est sorti à genre une semaine. Et en gros, je vous explique pourquoi je fais le lien avec ça. Parce qu'en fait, je me dis, en fait, je pense que la femme noire, elle est beaucoup reliée, comme je disais, à la sensualité, à la sexualité pour tout le monde. Et en fait, ça me fait penser au fait que il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps qui disait que sur les sites porno, le mot le plus recherché, c'est Ebony. Non. Ah bon? Ebony. Je pensais que c'était les Asiatiques. Ouais, alors sur North America. Après en France c'est autre chose parce qu'il y avait il y avait là pour la terre entière. Et en fait, pour North America, sur les sites porno, je crois c'est Pornhub, le mot le plus recherché c'est Ebony. Et vous vous rendez pas compte, c'est pas que des noirs hein. Ebony c'est les noirs, la femme noire. Femme noire. Ebony, et de Eben. Ebony. Toi aussi? Non, je ne savais pas. Bon. On a allé loin là. Bon, ben pour la petite information, et donc en fait, vous vous rendez compte, ça veut dire que, on est bien d'accord que, enfin, c'est sûr qu'il n'y a pas que des hommes noirs sur ces sites porno. Ouais. Mais malgré tout, c'est la femme noire qui sort en top recherche. Donc, vous voyez qu'en fait, vraiment, dans l'imaginaire, on est vraiment, tu vois, lié à ça, quoi. Tu vois, moi, je veux revenir sur le fait que, tu sais, quand on parle de Megan Thee Stallion, Beyoncé, etc., moi, je vais revenir toujours à la même chose, c'est que, en tant que, tu sais, en fait, si tu parles de la télévision, on parle de quelqu'un à qui on va pas venir te demander ton avis en tant que Megan Thee Stallion, Ice, comment je dis, Ice Spice, whatever. En fait, on va pas venir te demander ton avis. Le but, c'est... En fait, ces filles-là, elles vont arriver en mode, ben, je vais devenir une star, j'ai des choses à dire, etc. Et on va te dire, c'est cette image-là. Alors, pas forcément, tu vois, je grossis le truc, mais en règle générale, on va te créer un moule dans lequel tu vas rentrer parce qu'on va imaginer comment on va t'offrir, entre guillemets, le succès. Donc, c'est-à-dire que c'est des images préconçues. On connaît pas Beyoncé dans la réalité, tu vois, si elle est vulgaire, si elle est pas vulgaire. Elle peut mettre des justes au corps, elle peut marcher peut-être en string, mais peut-être qu'on va lui dire, bon, bah, ton album, ça va coller à ça. Quand elle a fait son album Partition. Excusez-moi pour l'anglais ou... Excusez-moi. Anglais sur nous. Partition. Mais en vrai, tu vois, on va te dire que, ben voilà, t'as fait un album comme ça, il va falloir que tu sois beaucoup plus sexy. Est-ce que pour autant, c'est une partie de sa personnalité? Je ne pense pas. Je pense que, effectivement, il y a les manias de l'industrie, tu vois, musicale, qui, eux, sont un petit peu chefs et directeurs de tout ça, tu vois. C'est-à-dire que nous, on veut que Beyoncé, dans son album, on veut que ça se passe comme ci, comme ça. Donc, elle va suivre une tendance. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est ces gens qui dirigent là. Qu'est-ce qu'ils attendent, tu vois, des femmes noires? Et qu'est-ce que les femmes noires leur donnent aussi pour atteindre certains niveaux? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tout ça, pour moi, ça concourt à l'imaginaire où, par exemple, le Jean-François, là, qui va s'asseoir chez lui, et quand il zappe à la télévision, il va voir que, je sais pas, Brigitte Bardot, elle s'occupe des animaux, etc. Et ça, c'est l'image qu'on veut donner à une personne âgée, blanche. C'est, tu vois, elle va s'occuper de ses chats, ces choses comme ça. Quand il va zapper encore, il va voir une Beyoncé, bah, une jeune femme de son âge, bon, maintenant elle a 40 ans, bientôt 45, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle danse, elle gesticule encore toujours comme ça devant la télé, elle s'habille pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et en fait, dans l'imaginaire des gens, c'est comme sur papier glacé. En fait, c'est la femme noire, c'est ça. En fait, tu as comme des images préconçues. Et en fait, tu te calques sur ça. Et en fait, c'est révélateur de la société après dans laquelle on vit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais la moi, faute à qui? je pense que... C'est ça, la faute à qui? Parce que ce sont les médias. Encore une fois, c'est la représentation. Oui, qui après, détient? ce que j'ai envie de On dire... est aussi fautif, hein? Moi, je pense, honnêtement, on a une part de responsabilité. Ça, c'est clair. Ça veut dire que on a une part de responsabilité, et je ne veux pas minimiser parce qu'on fait aussi partie de cette société à part entière, tu vois. Je pense qu'il y a, en fait, je pense qu'il y a une prise de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, regarde, on est assis aujourd'hui autour de la table, mais on est aussi les mamans de demain, tu vois. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, comment tu vas t'habiller? Bah, si tes enfants te voient t'habiller ou gesticuler, twerker, on va au carnaval, on ne s'habille pas, etc. Et c'est ça qu'on voit à la télé parce que, par exemple, je suis désolée,
si tu vas au Brésil, tu vas dire, ah, mais nous, c'est le carnaval, avec les femmes noires qui ne s'habillent pas, tu vois ce que je veux dire? Et en vérité, c'est le message qu'on a envie de passer, mais c'est aussi le seul petit espace qu'on a le droit d'occuper. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, c'est aussi notre responsabilité. Je suis d'accord avec toi, tu vois. On a notre part de responsabilité parce que on peut dire, bon, bah c'est vrai, je t'ai montré mes fesses sont belles, hein. Oh, mais viens, je vais te montrer, il y a autre chose aussi qui est bien. C'est vrai. Mais je pense que c'est vrai qu'on a notre part de responsabilité, mais pas que. Je pense qu'il y a plein de choses à changer et il y a, tu sais, on est en train d'avancer vers évoluer. Moi, je suis pas d'accord de dire que oui, c'est de la faute des femmes noires, machin, etc. Moi, je pense que pour être clair, je pense que chez nous, on a tendance à être 2 fois plus vulgaire que les autres. Tu vois, gratuit. Gratuitement, ça c'est vrai. Une femme noire, elle va mettre des fossiles, c'est vulgaire. Tu vois ce que je veux dire? Une femme noire, aujourd'hui, tu vas mettre des nattes, c'est vulgaire. L'autre, comment elle s'appelle là? La fille là, Kim Kardashian, va mettre des nattes, on va dire c'est sexy. Tu vois, non? Ouais. Je suis d'accord. Non, mais je suis désolée de te couper, mais en vrai, je rejoins encore Emeline. On ne cède pas. Parce que déjà, tu vas parler des fossiles. Amélia, ta fossile est fossile. Nous, c'est toujours l'excès. Il faut que les fossiles ils soient papillons jusqu'à remplis, machin. Je sais même pas comment tu fais pour cligner des yeux. Les braids, ok, on met toutes des braids. Tout le monde a des braids ici. Il faut que ce soit bleu, violet, vert jusqu'aux chevilles. C'est pourquoi? Après, même les femmes blanches. On va revenir sur Est-ce que je peux juste ajouter un dernier truc? Moi, je viens de dire que je suis d'accord. Mais d'un côté, je pense qu'il faut faut pas qu'on soit gentil avec nous, avec notre communauté, parce que à force de se donner des excuses sur tout, on n'avance pas. Effectivement, la société, les médias ne nous ont pas donné l'espace pour je dirais faire de la publicité sur des choses beaucoup plus importantes. Et je pense qu'à l'époque, les gens, ça les intéressait pas de voir des Noirs réussir dans l'aérospatiale. Ça les intéressait pas de voir des Noirs réussir dans la politique. C'était pas ça l'intérêt. Par contre, effectivement, des Noirs dans le sport, ça c'était pas mal. Des Noirs dans la musique, ça c'était pas mal. Et en fait, très vite, je pense que notre communauté a vite vu que là où ils pourraient éventuellement avoir du succès, c'était soit dans le sport pour les hommes, même je dirais pour les deux, soit dans le sport, soit dans la musique. Et encore aujourd'hui, c'est les deux créneaux où on excelle. Pour le coup, on excelle. Bientôt, vraiment. ça va être dans les podcasts. Ouais, bientôt dans les podcasts. Mais la faute, quand je disais la faute à qui, il faut aussi savoir que quand tu as parlé de l'industrie musicale, moi je prends l'industrie musicale américaine, parce que je pense que là où les Noirs ont vraiment une grosse proportion depuis les années 80, bah c'est déjà chez les Noirs américains, même en Afrique aussi, mais les grosses majors, c'était tenu par des Noirs. Ok, oui, on était distribué par c'était distribué par des entreprises de blancs, mais c'était juste la distribution. Mais tout ce qui était production, tout ce qui était musique, tout ce qui était marketing de l'artiste, je suis désolée, mais c'était des Noirs. Bad Boy Records, Def Jam, tout ça là, c'est que des Noirs et c'est que des hommes. Qui a exploité, qui a mis en avant ces femmes sexy, ultra sexualisées dans l'équipe de 50 Cent, hein? Moi, ça m'a fait rire justement 50 Cent là dernièrement, les gens rigolaient à son nez parce qu'il disait que oui, il en a marre de voir que la femme noire est tout le temps sexualisée, que les rappeurs sont tout le temps sexualisés. Les gens lui ont dit, mais toi, tu parles, toi. C'est ça. Toi, tu parles, toi. On se rappelle encore de Inda Club, en fait. C'est ça. On se rappelle. Et donc, je suis désolée, mais depuis les années 80-90, tout ce qui est production musicale de clips, c'était principalement des Noirs qui faisaient, et après, juste, on était distribués par les Blancs. Et en fait, c'est nous-mêmes, on a joué dans ça. On a vu certes, on a vu qu'on avait que ce créneau-là, pour l'instant, qui nous était ouvert. Mais après, quand il a fallu tout prendre le créneau là et de creuser, je suis désolée, mais c'était les rappeurs noirs, c'était les rappeuses noires, c'était les chanteuses noires, tout ça, c'était nous entre eux. C'était dans notre sauce. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, quand je dis que on ne cède pas et la faute à qui, ben effectivement peut-être qu'on avait que ce créneau là, mais en fait on l'a tellement utilisé qu'aujourd'hui, regarde, on est arrivé à un moment où au début des années 2010, bah ça y est, Nicki Minaj elle a explosé. Nicki Minaj, l'avènement des formes contrebasses. Ça y est, on pouvait être forme contrebasse comme on voulait. En plus, Nicki Minaj, elle a comment on appelle ça? Kim Kardashian, elle a un peu normalisé ça aussi pour toutes les personnes qui étaient non noires.
Et donc, du coup, bah là, après, ça y est, quoi. C'était envoyé. Et juste, je veux revenir aussi sur autre chose, c'est le fait que on n'avait que ce créneau-là, c'est vrai. Et en fait, là, dans la société, je pense que les Noirs n'intéressaient pas forcément sur d'autres choses que ce qui a trait à leur capacité physique. Voilà, à leur capacité physique. Littéralement. Et en fait, je prends l'exemple, par exemple, de Doja Cat. Doja Cat, je sais pas si vous vous rappelez, début des années 18. C'est une rappeuse. Comment elle a commencé? Super sexy, super pop. Vraiment, genre mini-jupe. Elle était vraiment perruque, gros maquillage, etc. Elle a explosé. Elle a pris toute la communauté, tous les fans qu'elle pouvait, tout l'argent qu'elle pouvait. Elle s'est installée comme une grosse rappeuse. Dès qu'elle a eu son socle, elle a dit, maintenant j'ai fini avec vos bêtises là de je monte mes fesses, machin. Maintenant je rase la tête, je fais les folies, je commence à vous parler mal, vous allez voir qui je suis vraiment. Donc là, tu vois, franchement, on nous dit que c'est vendeur du coup. Elle a fait ça au début pour vendre, pour rentrer, pour s'installer. Dès qu'elle a réussi à s'installer, elle a dit maintenant qui m'aime me suivre. J'arrête vos bêtises là de... Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour... En fait, je dis un truc et je me contredis en même temps. Mais c'est pour dire que d'un côté, effectivement, on n'a que ce créneau-là. Mais d'un autre côté, on l'a beaucoup utilisé, quoi. Je suis d'accord avec toi parce que... après, en Europe, c'est un peu plus compliqué. Mais surtout, en Amérique, aux États-Unis, faire autre chose que de la musique et du sport, c'est hyper accessible. Moi, je trouve que l'Amérique, c'est quand même le pays des chances. On va prendre Oprah. Oprah, c'était les années 80. Hein. On parle pas de là maintenant, c'est les années 80. Après, je sais pas, là, ça n'a rien à voir, mais les États-Unis, ils ont eu un chef d'état-major qui était noir. On n'a jamais vu ça en Europe. Pour moi, c'est le pays elles peuvent. Après, oui, tu vas travailler 2 fois plus dur. Ça, on est habitué. On a toujours travaillé 2 fois plus dur. Tu vas devoir te faire beaucoup plus de relations. Tu vas partir après tout le monde. Mais tu peux le faire. Pour moi, t'as beaucoup d'opportunités et c'est dommage qu'on parte que sur ce créneau de la facilité de petit décolleté, mini short, twerk, et puis on devient célèbre sur ça. Alors qu'il y a beaucoup de possibilités, on peut faire autre chose. Et pour moi, c'est ces personnes-là qui ont réussi, on devrait pouvoir s'entraider, en fait. Justement, en fait, sortir les femmes noires de ça, en fait, de ce même état toujours de l'hyper sexy, c'est toutes ces artistes qui ont percé, tu donnes l'exemple de Doja Cat, Nicki Minaj, Cardi B, elles ont percé. Je pense pas que ça leur fasse toujours plaisir d'être dans cette état. En fait, c'est à elles de se mettre de l'autre côté de la caméra, de passer côté production et de pouvoir aider, en fait, les femmes noires futures qui arrivent à pouvoir faire de la musique sans forcément avoir à dévoiler tous leurs atouts. Ouais, mais tu es dans une industrie où on te fait croire, on te dit, c'est même pas qu'on te fait croire, ça existe, c'est ce que la société veut, demande, c'est que plus tu te dénudes, plus ça vend. Donc, si on te dit, tu vas vendre plus de disques, si tu es sexy, tu fais appel à tes formes, ton petit décolleté, ton petit short, tu commences à twerker dans les clips, on te dit, tu vas gagner des millions. C'est rien. Donc, bon. Aretha Franklin, elle s'est pas dénudée. Oui, mais Tina Turner, elle n'était pas toujours C'était une autre époque. Aretha, elle avait d'autres arguments. Non, mais c'est vrai, mais c'est aussi nous qui avons accepté l'inacceptable. On a aussi beaucoup accepté, on a accepté beaucoup de choses. Parce que si on remonte dans les années 80, les artistes des années 90, elles n'étaient pas aussi... Oui. Ah, c'était Lil' Kim, la première. Lil' Kim, elle, oui, on connaît. Mais quand tu repars dans les artistes moins connus, pas celles qui, oui, ont vraiment... Tu repars dans les artistes un petit peu moins connus. C'était pas à ce point. Oui, t'avais le sexy, t'avais le voilà, mais c'était pas à ce point. Moi, je pense qu'en fait, on a... Et c'est là où je pense que, comme t'as dit, la femme noire est vraiment réduite à rien. C'est qu'en fait, on a fait que repousser les limites et on a fait accepter l'inacceptable, en fait, dans le conscient dans l'inconscient des gens. C'est Nicki Minaj, quand elle est arrivée, elle faisait scandale. Aujourd'hui, Nicki Minaj, c'est rien. C'est vrai. Elle est dans le paysage, en fait. C'est tellement, en fait, c'est parti loin, tellement c'est... En fait, on n'a fait que repousser, on n'a fait que faire accepter aux gens ce qui n'était pas acceptable. C'est vrai. Donc, dans ça, je trouve qu'on est quand même aussi en faute. Parce qu'on a tout accepté pour la célébrité. Est-ce que c'est pas la société, la génération? Janet Jackson qui a repris son pétard. Ça, c'est un sujet. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est Justin Timberlake. Attends, s'il écoute ce podcast,
C'est un autre sujet sensible. Mais après, est-ce que c'est pas juste la société qui a changé, pas que pour les Noirs, parce qu'effectivement, t'as parlé du fait que Nicki Minaj, à l'époque, ça avait choqué, mais vous vous rappelez de Miley Cyrus, sur sa boule, là? Mais c'était rien. Non, mais justement, tu sais, c'était rien aujourd'hui, nous on voit ça comme rien, mais ça avait choqué, plus que Oui, ça Nicki avait Minaj choqué. même. Ouais, ça avait Plus que Nicki Minaj. Ça avait choqué. Aujourd'hui, même on regarde le clip de Miley Cyrus ou de Nicki Minaj, on rigole parce qu'on se dit, on voit tellement pire de nos jours. Mais vrai. je sais pas, vous vous rappelez, Miley Cyrus, ça avait choqué. Ça m'a choqué, oui. Vraiment. C'est un clip, hein. Tu vois, et oui, c'était un clip sur une boule. Pour ça, je dis que moi, je me dis, c'est aussi peut-être la société qui a changé. On est plus habitué. La société est plus habituée à voir des gens, et pas que de la femme noire, des femmes, des hommes dénudés. Genre, dans les médias d'aujourd'hui, même, je pense qu'à l'époque, genre, je pense pas que des séries comme, je sais pas moi, Game of Thrones avec des scènes de nu à tous les épisodes auraient pu fonctionner dans les années 2000. Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été censuré, on aurait mis ça à 23h. Mais donc, du coup, là, regarde, on est en train de faire un débat en disant que la femme noire, elle est hyper sexualisée. Donc, en fait, si on t'écoute, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah non, mais c'est normal, puisque la société est de plus en plus sexualisée. I'm sorry. La femme, en général, déjà, est hyper... En fait, c'est déjà la Oui, femme de c'est ça. C'est ce que j'allais dire, de base. De base, Ok, la ça. femme. Donc, en fait, il n'y a pas de problème. Non, mais on a double peine. Et nous, c'est... On a double peine. Oui, voilà. Non, c'est pas doublement. Déjà, on subit le C'est sexisme. ça. Plus encore le fait qu'on soit noir, C'est bah, ça. tout de suite, moi, en général, on a des formes, des fesses et tout. Je suis juste venue de taquiner. Elle veut juste déranger les gens, tu vois? C'est son boulot. Ah, ça, c'est mon travail. C'est son boulot. Non, c'est vrai. Non, mais je suis entièrement... Vous savez très bien que je partage votre avis. Mais après, mais vu qu'on parle des conséquences, finalement. Oui, c'est ça. Mm. On va en Parce que venir. les conséquences, on en parle, c'est-à-dire que en tant que femme noire, au plus jeune âge, c'est-à-dire finalement, on t'enferme dans une case où faut faire attention. En fait, tu es censé guetter. Tout est fait. Oui, c'est-à-dire que façon comment tu vas parler, façon comment tu vas Mhm. t'habiller. Donc, au plus jeune âge, finalement, tu es bridé. Mhm. Donc, du coup, tu n'as pas vraiment d'espace de liberté, en fait, finalement. Mais c'est quoi les conséquences, finalement Regardez. Mhm. Ah, j'aime trop ma question. J'aime trop ma Philosophie question. sur nous. C'est quoi les conséquences, finalement, sur une femme adulte, demain qui va être maman, qui va être grand-mère? En vérité, c'est quoi les conséquences? Tu peux nous dire, Amélia? T'as le plus long vécu. Non, mais Ben, les conséquences. Oui. C'était grave. Ben, toi, tu dois, oui, t'as le mais plus ça, d'expérience que nous, ouais. tu peux nous dire. Moi, c'est moi qui ai posé la question. Hein. non, mais c'est vrai que dès l'enfance, déjà, dans ta famille, on te sexualise. Ouais. Tu grandis aussi pareil par les garçons, là, les jeunes, là. Que, ah non, t'as des grosses fesses. Il suffit que t'aies une forte poitrine. Déjà au collège, quand t'as une forte poitrine ou des fesses. Ouais. Bon, on commence déjà. Mhm. En plus de ça, là maintenant, on est adulte, hein. On est dans nos âges et tout, là. Franchement, en tant que femme, déjà de façon générale, mais en tant que femme noire, qui n'a pas entendu un commentaire déplacé, même un truc. Ah ouais, mais toi, t'es trop exotique, hein. Mais j'ai des amis qui me disaient sur une appli de rencontre, combien de messages elles reçoivent C'est ça. de gens qui veulent les tester, genre. Mhm. Ouais. Ouais. Moi, Mais oui, vraiment. Hein. Moi, Même sur LinkedIn, hein. c'est ça. J'en ai reçu. Ouais, apparemment, ça drague sur LinkedIn ça maintenant. drague sur LinkedIn. Ça drague sur mais fort. LinkedIn. J'étais choquée. J'en ai Juste, tu reçu. dragues en sortant des commentaires comme ça. Moi, j'ai dit que, toi, tu parles même de forme, etc. Moi, j'ai juste à dire, je suis camerounaise, ça y est. Dans l'esprit des gens du gars là en face, il y a toutes sortes de choses que. Tu vois? Donc, encore une fois, c'est dans Il y a l'imaginaire. toutes sortes de choses. Pourquoi ils croient ça? En fait, c'est dans l'imaginaire des gens, en fait. C'est pas sur les c'est très stéréotypes. grave. Parce que la femme noire, c'est une femme passionnée. Forcément, le sexe, il va être, voilà. C'est encore une fois, quelqu'un qui est très sexualisé. Il y a beaucoup trop de clichés qui traînent, Exactement. qui traînent sur nous. Ouais. Mais aussi, parmi les autres conséquences que je vois, c'est que moi, je reste toujours sur la différence de traitement entre la femme noire et les autres personnes racisées et les blancs. Et je trouve que par rapport à ce que tu as dit, ou effectivement, Aurore, où on devrait éventuellement faire plus attention à ce qu'on porte, moi, ça me dérange parce qu'en fait, tu sais, des fois, tu contrôles pas comment t'es né. Tu contrôles pas comment t'es formé, tu contrôles pas, et des fois, t'as juste envie de... Genre, si une femme a juste envie de s'habiller un peu sexy, sans pour autant avoir... je sais pas, avoir... tout l'imaginaire des gens reporterait sur elle,
bah, je trouve que pour une femme noire, ça va être super dur. Enfin, je trouve que pour moi, je trouve que ce serait dommage, en fait, que maintenant, dans nos vies de tous les jours, on doit se brider ou, genre, fonctionner de telle façon, alors qu'en fait, le mal, le vice, il est dans l'esprit des autres. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression on est obligé de modifier le problème, ou c'est nous, on doit maintenant faire attention, ou alors c'est soit on s'en fout, et on laisse libre cours à notre vie, à notre imagination, à la manière dont on veut s'habiller. Mais du coup, en fait, les gens, ça va les conforter dans ce qu'ils pensent de la femme noire. Soit, bah, du coup, on est obligé de faire extrêmement attention à pas faire ci, à pas faire ça, à pas porter certaines choses pour éventuellement, pas que les gens pensent que on est in pour faire certaines choses. Mais en fait, malgré ça, des fois, on va quand même se retrouver, se prendre des remarques, se prendre, tu sais, des stéréotypes dans la face. Et moi, je me dis, en fait, pourquoi on fait ce podcast au final? C'est peut-être aussi pour essayer de changer la mentalité des gens. Déconstruire aussi. Parce que le vice, finalement, pour moi, le vice, souvent, il est chez les autres. Toi, quand tu t'habilles le matin, si tu décides de mettre un décolleté, t'aimes bien ce haut, tu vois, tu te trouves belle. C'est pas un appel aux autres. T'es pas en train de te dire, ouais, je suis in pour faire un truc de ouf, tu vois. Mais pourtant, la personne, parce que t'as des formes, t'as mis un décolleté, elle va se dire, ah, vas-y, je peux lui envoyer un message, tu sais, olé olé. Tu vois ce que je veux dire? C'est super intéressant ce que tu dis, parce que là, je viens de penser à un truc, c'est que j'avais lu, enfin, je l'ai pas lu, mais pendant que je faisais les recherches un peu sur tout ce qui est hypersexualisation, là, je suis tombée sur des œuvres de, comment elle s'appelle? C'est une Afro-américaine, Bell Hooks. Oui, Bell Hooks. En fait, elle a écrit un livre qui s'appelle, je sais plus, je vous donnerai après, mais je sais plus le nom du livre. Et en fait, elle te parle et te dit que, en fait, c'est une universitaire aussi, donc elle a fait des études et elle s'est rendue compte qu'en fait, la femme, dans les cas de V, là, de viol, la femme noire, en fait, son témoignage, quand elle témoigne elle a été V, bah, en fait, elle n'est pas prise au sérieux. C'est vrai. Limite, on lui fait croire que est-ce qu'elle n'a pas provoqué? C'est ça. Alors que si une femme blanche ou une autre femme racisée vient te porter un témoignage comme quoi j'ai été V, bah tout de suite le traitement est différent en fait. Déjà il est pas bon. Ouais. Voilà. Déjà je pense que pour toutes les bon femmes, pour une femme, alors pour une femme noire, c'est encore pire. Et encore une fois, il est pas bon pour toutes les femmes. Hein. On se dit juste pour une femme noire et vraiment dans ces œuvres là, elle démontrait ça en fait. Et c'est très grave. Désolée de te couper, mais ça me fait penser à un reportage que je regardais sur National Geographic il y a hyper longtemps. C'était un mania canadien là justement il faisait des habits un peu comme Damar, tout ça et tout. Okay. Et en fait, lui, il avait une île, je sais plus, c'est à la Barbade ou je sais plus. Et en tout cas, c'était une île qui était majoritairement noire. Et en fait, il faisait des fêtes. Et en fait, il faisait venir énormément de filles noires. Et bien évidemment, il y a eu énormément d'agressions. Je pense qu'ils avaient dit, je crois, 70% des filles de cette île se sont fait agresser par lui ou par ses amis dans sa maison. Et il a aussi agressé d'autres femmes, des blanches, des masseuses, des maquilleuses, des coiffeuses, coachs de tennis. Et en fait, il y en a une, dans son témoignage, elle a dit « On a commencé à être prises au sérieux quand nous, les Canadiennes, on est venues se plaindre. » Parce que, comme les autres, en fait, la plupart, c'était des filles noires. En fait, c'est passé inaperçu parce qu'il a corrompu tout le monde. Il a corrompu la police, les autorités, tout le monde savait. C'est ça. Et en fait, ça s'est su comment? Parce que son voisin, c'était l'opposé, c'était un milliardaire hyper discret qui voulait son calme. Et il en avait marre des fêtes à répétition, du monde qui passait partout. Et il a récupéré au petit matin une fille qui était complètement en panique. Donc, il l'a aidé. Ah, qu'est-ce qui s'est passé, pata? Et c'est comme ça qu'en fait, il a monté son truc. Mais lui, c'était même pas dans le but d'aider la fille qui avait subi les pires choses. C'était juste dans une guerre de voisinage. C'était juste pour le faire virer de l'île et faire en sorte que... Je viens courber, en fait. Et c'est comme ça qu'il en arriva à payer les avocats pour les plaignantes, patati patata. Et en fait, c'est là qu'il est parti retrouver le récit d'autres personnes. Et même elle l'a dit, elle a fait, moi je trouve ça hyper injuste que j'ai été mieux traitée parce que je suis une femme blanche et que toutes ces autres femmes noires, elles sont restées toujours, elles sont là-bas sur leur île dans le silence. Je pense pas qu'on les ait faites venir ici pour raconter leur témoignage et tout ça. Tu vois, c'est fou. C'est fou, hein. Pourtant, elles ont subi la même chose du même prédateur dans la même maison. Mais parce que les femmes blanches
ont commencé à se plaindre. Ont été impliqués, c'est là que ça... Mais c'était pareil avec R. Kelly. R. Kelly, on savait depuis hyper longtemps que c'était un prédateur. Ça n'a dérangé personne parce qu'il n'y avait pas de femmes blanches. Ou il y en avait quoi, peut-être une ou deux. Mais ça aurait été la même chose avec énormément de femmes blanches. R. Kelly, il aurait été terminé depuis très longtemps. Il n'aurait même pas passé les années 2000. Il serait même mort à l'heure actuelle. Les années 2000. Donc, en fait, c'est là où c'est problématique. Et franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais waouh, c'est vrai. Donc là, en fait, moi, je suis une femme noire. Donc, si jamais demain, il m'arrive quelque chose, mais comment est-ce que les gens vont me... Ce sera plus dur. Et un gros compte en banque. Ouais. L'argent parle. Ça, après, de toute façon, c'est vrai que quand tu prends malheureusement toutes les strates de la vie d'une personne noire, surtout d'une femme, si tu vas à l'hôpital et tu dis que tu as mal, tu seras moins pris en considération. Si tu vas à la banque et tu dis que tu as un prêt, tu seras moins pris en considération. Ça, je pense que c'est juste en fait le reflet de la société dans laquelle on vit, malheureusement, sur l'aspect sexuel ou sur l'accès. Malheureusement, en fait, tu passes en dessous, quoi. C'est, en fait, dans tous les domaines, là, malheureusement, effectivement, la discrimination, elle s'opère aussi. Oui, c'est ça. En soi, c'est une autre forme de discrimination aussi. En soi. Ça rejoint toutes les autres formes de discrimination, quoi. Et je pense qu'effectivement, l'hypersexualisation, le fait de se dire que, en fait, c'est une femme noire, puis le fait de nous animaliser, parce que ça se dit animaliser. Le fait de nous réduire à l'état d'objet ou d'animal, du coup, forcément, quand tu vas te présenter et dire, en fait, on m'a fait ça à mon corps, finalement, le policier qu'en face va dire, c'est normal, ma belle, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, finalement, forcément, du coup, ça se retrouve forcément dans ce que tu dis et ça apporte une cohérence. Et après, finalement, le problème dans tout ça, tu vois, parce que, tu sais, on parle des conséquences, ça veut dire que l'hypersexualisation, ça fait que tu es dans une espèce en fait, tu es comme hermétiquement contenu dans un truc où, en fait, si tu dépasses un petit peu, tu vas avoir toutes les conséquences, ce qui fait que tu es un peu emprisonné dans ce truc-là. Et le truc, c'est quoi? C'est que je trouve qu'en fait, on a une marge de manœuvre qui est faible. C'est-à-dire que dans tout ça, tu vois, le fait de dire qu'on a une responsabilité, je trouve ça quand même dur. Parce que je me dis, bon, effectivement, aujourd'hui, si tu cherches une information, tu l'as. Mais je trouve que, tu sais, il faut grandir dans le bon environnement. Il faut avoir accès à l'éducation. Il faut avoir accès... En fait, et je trouve que, en vrai, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. La facilité veut que... Aujourd'hui, tout le monde a accès à un téléphone portable, tout le monde a accès à la télévision. Moi, je suis désolée, si jamais j'avais pas l'éducation, j'ai pas le truc, je regarde comment Nicki Minaj, elle a réussi finalement, ça reste une figure. Et c'est le seul schéma, finalement, c'est le seul endroit où je me dis, je peux avoir de l'argent parce que finalement, tu vois, ici, on reste en Amérique du Nord, c'est l'argent qui parle, ma belle. Je veux de l'argent, qu'est-ce que je fais? Ça reste le seul modèle accessible pour moi. Donc, je trouve qu'on est quand même dur de dire que, ouais, mais c'est notre responsabilité, c'est à nous de bouger. Oui, c'est vrai. Mais je trouve qu'en vérité, quand on te dit que, ma chère, cite-moi quelqu'un qui a réussi, qui a de l'argent, qui est une femme, qui en a dans la tête, ne me dis pas Oprah. Mais pourquoi on attend de ces figures-là d'être nos seuls modèles? D'être là, en fait. C'est exactement ça. Non, même pas ça. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, avant d'avoir ces stars ou ces personnes-là comme modèles, nos parents même sont censés être nos modèles, sont censés nous accompagner. Je suis désolée, même si toi, en tant que jeune fille, tu vois Nicki Minaj qui perce ou alors Ice Spice qui perce avec des liasses d'argent, si avant ça, t'as pas tes parents qui t'ont suivi pour te montrer le chemin de la vie, même si tu vois ça, en fait, tu vas pas être tu vas pas être... tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Donc, mais Emeline, je suis désolée, t'avais pas un portrait de ta mère dans ta chambre? Non, mais ce que je veux dire... Oui, mais c'est ta mère qui te guide. Sinon, si j'avais suivi... Ta mère les portraits des parents. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais dans ta chambre, t'as un poster. Moi, j'avais des posters quand j'étais plus jeune. Oui. T'as un poster dans ta chambre, c'est-à-dire que forcément, t'as une image, t'as une personne, t'as une figure à laquelle tu as envie de ressembler. C'est pas ta daronne, hein. C'est nos grosses daronnes comme ça, les grosses tantis. Je suis désolée, je veux pas les traiter. Non, mais oui, mais... Non, mais c'est une réalité. Donc, la balle perdue de l'éducation. Non, mais c'est je suis désolée, mais c'est le même sujet qu'il y avait il y a quelque temps Cardi B.
Elle disait, Cardi B, elle les faisait écouter, elle était en train de faire écouter sa musique, elle était chez elle, il y avait sa musique WAP qui passait, on connaît tous WAP, on sait que c'est vulgaire, etc. Et il y a sa fille qui arrive, direct, elle arrête la musique. Et les gens, ils étaient en mode choqués, ils disent, oh, toi, t'es là, tu fais écouter ta musique aux autres, aux enfants des autres, mais par contre, tes enfants, tu veux pas qu'ils écoutent ta musique parce que toi-même, tu sais pourquoi. Elle était là en mode, mais je suis pas leur mère, en fait. Je suis pas la mère de vos enfants. Bien sûr, oui. Je suis pas la mère de vos enfants, en fait. Moi, je fais de la musique, je fais mon travail. C'est pour des adultes. C'est pas à moi d'être le modèle ou d'être l'éducateur de vos enfants pour leur apprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qu'il faut pas écouter. C'est vous, en tant que parents. Donc, tu peux, eux, ils sont juste là pour faire leur bise, leur argent, et c'est pas pour des jeunes. C'est aux parents de montrer le chemin. Oui, tu peux être un enfant qui va aimer Beyoncé ou qui va aimer Cardi B, etc. Mais à the end of the day, qui fait ton éducation? C'est ton père, c'est ta mère. C'est à eux de te dire que, ok, elles font ça, c'est des femmes qui sont majeures, elles savent ce qu'elles font, elles ont des contrats, elles sont entourées, tout est mis en place. Toi, t'as rien, t'es encore dans ton petit collège, là, t'as rien, c'est moi qui te donne l'argent de poche. Donc, suis le chemin et puis après, quand tu seras grand, tu verras si tu veux faire ça, etc. Ça, c'est le travail des parents. Là où tu ne comprends pas, c'est qu'en vérité, en fait, depuis le début du podcast, en fait, on fait des comparaisons entre comment la femme blanche elle est traitée, comment la femme noire elle est traitée. Maintenant, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que j'ai envie de déplacer le problème. Dans les familles blanches, oui, tes parents s'occupent de toi, ils font ton éducation comme dans les familles noires. Mais en fait, toi, la petite fille blanche, tu vas comment dire ça, là, quand tu as un modèle, en fait, tu vas te projeter à travers une star ou à travers une forme de, je sais pas, quelqu'un qui a réussi. Tu vois, t'as la capacité de te projeter à travers le regard d'une pop star ou je sais pas, une animatrice télé ou quelque chose comme ça. Donc maintenant, en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est dans l'histoire de la vulgarité, quand on dit, ouais, de toute façon, des fois, les noirs, ils s'aident pas, etc. Mais quand je te dis, en fait, t'as pas vraiment énormément de choix. C'est ça que j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que si toi, ta seule référence, parce que hormis tes parents, ça fait partie des meubles de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des choses que... Tu vois, je sais pas si tu vois ce que ça reste les socles de ta vie. Tu vas pas te projeter sur la vie de ta mère. Enfin, tu le fais, mais c'est différent. Quand tu arrives à l'adolescence, oui, ta mère, elle est là, mais tu vois ce que je veux dire? T'as pas le même cadre. Parce que je te dis, depuis, en fait, on fait des comparaisons entre la petite fille blanche, oui, on va moins prendre tes plaintes, elle est moins sexualisée, etc. Oui, mais parce qu'elle, elle a un cadre aussi qui est différent. Donc, c'est-à-dire que le comportement d'une femme noire, quand on dit oui, elle va être beaucoup plus vulgaire et tout, bah oui, mais c'est sa seule image sur laquelle elle peut se projeter, c'est ce genre de choses qu'on lui propose à la télé, à la radio, avec un discours comme celui-là, avec une manière de parler. Tu vois, ça élève pas forcément le niveau. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a une responsabilité? Genre, une responsabilité, oui, mais je trouve que... Oui, pour moi, on a une responsabilité. Oui, oui. On a une responsabilité, mais pas à pareil. Mais pour revenir à ce que tu as dit par rapport aux parents, je suis d'accord que les parents, ils ont une part de responsabilité dedans, au niveau de l'éducation, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est que les parents, ils te donnent ce qu'ils peuvent te donner. Mais là, en 2025, de cette société, c'est dur de ne pas se faire influencer par tout ce qu'on voit là. Merci, mais ma chérie. les petites filles blanches qui avaient Britney Spears à l'époque, là, quand Britney Spears, elle a turn crazy, et c'est pas toutes les petites blanches qui avaient comme Britney Spears comme exemple qui aussi turn crazy. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, leurs parents étaient là pour les encadrer. Il n'y avait pas que Britney Spears. C'est vrai qu'il y avait d'autres modèles. Il y avait d'autres modèles. Elles ont le choix. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, en tant que femme noire, t'as quel choix? T'en as pas beaucoup. Même à l'heure actuelle, cite-moi une artiste noire extrêmement connue, genre du stade de Beyoncé, qui peut nous impacter autant. Et puis, avant, quand on parle des célébrités, des artistes et tout, mais il y a d'autres. Pourquoi on s'identifie que aux artistes? Merci. Et en fait, c'est un problème de milieu. Exactement, c'est un problème de milieu. Pourquoi les artistes? Oui. Parce que là, on parle de chanteurs, rappeurs, rappeuses, chanteuses. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose, en fait. Et puis... Mais pourquoi les noirs, ce qui vient dans nos têtes? Parce que là, on n'a pas fait exprès, mais automatiquement, c'est les artistes. C'est les artistes. On est en train de citer des artistes depuis le début. Ouais. Alors qu'il n'y a pas que ça, en fait. C'est vrai. Et pour avoir parler avec des personnes qui sont dans certains milieux blancs, notamment en France, c'est des gens qui ont été éduqués donc dans des familles plutôt aisées. C'est des enfants qui
des tout jeunes, on leur donne des modèles qui sont pas du tout comme nous. Nous, on a les footballeurs, on a les chanteurs. Eux, on leur donne des modèles des entrepreneurs. On leur donne des modèles d'inventeurs, des inventeurs, tu sais, des gens qui ont fait des grandes choses. C'est ça leur modèle, tu vois, au final, aux petits enfants blancs, tu vois. Nous, on nous donne des modèles, toujours, c'est soit la musique, soit le sport, ce qui est pas mauvais, mais en fait on a aussi des personnes talentueuses qui ont inventé des choses, qui ont fait des grandes choses pour le monde, ou qui ont je sais pas moi, qui ont été dans l'aérospatiale ou bref, qui ont fait plein de choses, mais ça on n'en parle pas. On n'en parle pas. Quand on parle de même l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, on parle de la musique. Ça c'est vrai. Vraiment. Genre, on parle de la musique, on nous parle. En fait, tout ça, c'est pour nous divertir. Donc, comment tu veux qu'on ait une figure qui n'est pas une artiste, qui n'est pas un chanteur ou une chanteuse? Après, il y en a des littéraires, oui, il y en a beaucoup. Justement, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que je pense que c'est un problème de milieu. On s'identifie pas. Exactement. En fait, on va pas chercher les bonnes choses. Mais là, nous, on est une génération qui, de un, on part pas d'aussi bas que nos parents. Faut se le dire. On a quand même beaucoup plus de chance dans la vie. On a plus de chances de percer, d'avancer. Et ça, c'est un truc que je dis souvent avec ma sœur, c'est qu'on peut pas... En fait, nos enfants ne peuvent pas ne pas réussir. C'est impossible. Parce que en fait, on connaît les erreurs de ce que les autres ont vécu. On a le bagage, on a l'éducation. Là, on est posé, on a nos métiers. En fait, on peut pas se planter. C'est pas possible. Et l'optimisme de... Vraiment. Non, c'est bien. En fait, on peut pas se planter. C'est pas... c'est se planter. Il y a des enfants qui vont te choquer avec eux. Non, mais après, à la limite, tu veux bien, t'as fait un mauvais placement. C'est sa réflexion. T'as sa réflexion. C'est OK. T'as fait un mauvais placement, d'accord. Mais et encore même, les gens qui ont fait des mauvais placements, ils rebondissent. Mais on peut pas se planter parce qu'on a... En fait, on a une vision sur le passé. Et je trouve, nous, on est dans une génération où on veut avancer et en fait on a vu ce qui s'est fait dans le passé et on veut pas retourner à ce qui s'est fait dans le passé. Exactement. Donc pour moi nous c'est vrai qu'on a encore la génération un peu test, phase, machin, mais nos enfants ne peuvent pas se planter et les enfants de nos enfants ne peuvent pas se planter. Mais quand tu dis ça, tu parles de qui? Parce que regarde par exemple si on prend les États-Unis, tu vois, c'est pas... Après je sais pas, peut-être que tu parles des générations d'immigrés en France là. Tu parles de nous. Mais quand on prend l'exemple des États-Unis, tu vois que c'est compliqué encore pour eux. Tu parles même des États-Unis, il y a l'Afrique. Si on parle des Africains eux-mêmes, je pense pas qu'ils te diraient la même chose en Afrique. Non, parce que en fait, si on part sur le débat de l'hypersexualisation et de toutes les conséquences que ça peut amener sur la femme noire, la femme et l'homme noir, parce que j'avoue, on va nous attaquer sur ça. Mais en tout cas, s'ils veulent, on peut faire un autre épisode avec les hommes noirs, il n'y a pas de problème. Ouais, mais le truc, c'est que moi, je sais pas, parce que je me dis, si tu regardes aux États-Unis, c'est quand même, tu vois, ils font partie. Tu sais, le problème, il est encore là. Ils n'ont pas fait beaucoup plus leur place. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste encore compliqué. C'est vrai. Ils sont encore dans les mêmes discussions. Tu vois, ça reste. Mais est-ce que vous pensez, et en Afrique, vous pensez que cette hypersexualisation-là, elle est... Parce que moi, de ce que je vois... Moi, je pense moins. Que quoi? Que c'est moins... que c'est moins en Afrique? Pourquoi tu veux hypersexualiser des gens qui te ressemblent? Tu blagues ou bien il y a les femmes qui marchent en Kaba au Cameroun qu'on dit attends soulève un peu madame. Non, ça voit déjà les fesses. Non, alors ça c'est une culture. Ma chère, même au Congo c'est comme ça, je sais. Oui, mais ça c'est un peu plus je pense pas que ce soit dans l'hypersexualisation. Moi je trouve que c'est pire même. T'as des femmes qui marchent avec nous ce qu'on appelle les gros Kaba. On appelle ça Kaba, mais genre les grosses robes, tu vois. Normalement tu ne vois rien, mais ça c'est pour un homme, c'est genre même c'est le Graal parce qu'en fait justement ça fait appel à son imagination. Tu vois ce que je veux dire? Moi, le truc là, c'est que toi, tu dis hypersexualisation, quand c'est en Afrique, tu parles de... Toi, tu dis c'est culturel. Non, en fait... je veux dire, en fait, l'hypersexualisation, elle va pas être appliquée en Afrique comme elle est appliquée en Europe. Parce que déjà, en Europe, t'as le désir de... En fait, écraser la personne. En fait, c'est comme tu dis, c'est rabaisser la personne au stade de... Alors, en Afrique, ils ont pas le but de rabaisser leur femme au rang de rien, quoi. Je suis pas d'accord. Mais je vois ce que la place de la femme, c'est à la cuisine, ça vient des Africains. Hein. Oui, elle est à la cuisine, mais elle n'est pas objet sexuel. On va dire les Africains vont non. Les Africains vont te dire qu'elle est à la cuisine et puis elle doit te donner à manger. Ouais, c'est ça. Dans les deux sens du terme. Tu vois, ils vont te dire ça.
Genre, like, oui, on peut croire que parce que c'est entre noirs, ça n'existe pas. Non, du tout. Du tout. Je pense justement que même avec le côté traditionnel là qu'on a, fait que la femme en Afrique souvent est vue dans ces deux missions, c'est-à-dire de s'occuper de son mari, de lui préparer à manger, de le mettre bien, et puis surtout de lui donner cela. Tu vois. Et surtout, en tout cas, bah, moi je parle pour le Cameroun. Tu peux parler pour toute l'Afrique, je peux pas. Mais le continent assume. Les gens sont très à l'aise de dire ce qu'ils pensent. Dans la rue, tu marches, on peut te dire des dingueries. En tout cas, moi, pour être allé au Cameroun, je marche comme ça. Et puis, il y a un gars qui vend les médicaments. Il dit, tu veux la pilule, maman? Tu n'as pas fait hier. Ouais. Non, mais oui. Donc, bon, c'est ce genre de choses-là que quand je te dis que ils sont très à l'aise et même quand tu marches, non, mais là, c'est donc quoi que tu fasses, non mais oui, là, non mais quoi que tu fasses, tu vas manger un truc, tu vas faire un truc banal, on va te sexualiser très facilement. Même si c'est entre noirs, hein, tu vas manger une banane, tu vas faire un geste, tu vas marcher d'une certaine manière, tu vas porter un cabas. Ou si tu portes un cabas court, rapidement, en Afrique, je trouve qu'on peut facilement t'amener vers ce sujet-là. Mais là, en fait, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. C'est le fait d'être une femme. Oui. Et en fait, on revient la femme est pas sexualisée déjà de base. De base. Là, ça n'a rien à voir avec ta couleur de peau. Parce qu'en Afrique, ici, c'est par rapport... en tout cas, le sujet dont on parle, c'est vraiment par rapport à la couleur de peau, basé sur des stéréotypes. Ouais, c'est vrai. Ok, d'accord, je me suis perdu. Des origines, des racines coloniales, tu vois ou pas. C'est plus dans ce sens-là. Ben alors, du coup, désolé, hein, peut-être mais le sujet des femmes claires qui sont plus attirantes. Oui, du colorisme. Ouais, mais c'est un peu lié aussi, hein, le fait que... Ça... Après, ça, c'est partout. Le fait qu'une femme claire est vue comme... Mais c'est pas de l'hypersexualisation, ça. Ouais, non. C'est le colorisme. Non. C'est juste qu'ils vont trouver qu'elle est plus attirante. Oui, c'est tout. Voilà. Ouais, c'est pas de ouais, c'est pas la même chose. Mais je vois dans le sens où, quand tu dis culturel, c'est vrai que en Afrique, les gens, ils sont très à l'aise. En plus de ça, c'est très paradoxal parce que tout ce qui est sexualité, c'est très tabou, genre en Afrique. Mais oui, c'est genre... Et tes parents ne vont jamais te parler de ta sexualité. Voilà. C'est très tabou, mais par contre, d'un autre côté, ils sont très à l'aise, très ouverts pour te faire des commentaires dans la rue, des trucs un peu... Ou venir te draguer. Très à l'aise. Alors que... Ça, faut parler de ça aussi. Faut parler de ça, non. Les tontons pointeurs, ça, c'est un sujet, ça. Ouais, ça, c'est un autre sujet, voilà. Là, on dérive un peu. Bon, moi, parce que là, on avait beaucoup de choses à dire. Ouais, ça me fait penser aussi à tout ce qui est... J'ai l'impression que, tu sais, tout ce qui est les Caraïbes aussi, parce qu'il faut pas oublier la Caraïbe aussi là-bas. C'est vrai qu'il y a ce rapport spécial en fait avec la sexualité, et notamment la sexualité des femmes. On dit des Noirs, c'est vraiment tous les afrodescendants. Ouais. Donc on englobe tout le monde dans ce... Donc les Antilles, les Caraïbes, un peu tout ça, quoi. Tous les afrodescendants. Mais je sais pas si je pourrais dire c'est culturel. Parce que... Est-ce que... Moi, je me pose la question, est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a... En fait, c'est la colonisation, l'esclavage a ramené cette espèce de truc un peu de perversité. Parce que moi, pour moi, j'appelle ça limite la perversité. Oui. En fait, faire des commentaires déplacés sur des deux jeunes enfants, bon, à part, je ne vais pas dire pédophilie, parce que là, peut-être, ça va être des grands mots. Si, tu peux. Tu peux, c'est de la pédophilie, oui. Oui. Ouais, en fait, je me pose la question, en fait, c'est quoi le rapport à la femme avant tout ça? Est-ce que... Je sais pas, ça a shifté dans le cerveau de certains hommes, peut-être même cette toute-puissance, en fait, aussi. Le fait de dire, je peux me permettre de dire ça, mais en même temps, si tu leur dis, ils disent pas. Demain, ils vont aller faire des trucs Dominique Pélico et puis à te mettre des choses. Tu vois, en fait, après, bon, je suis en train de déborder. Ouais, bon. Mais je pense que c'est un problème aussi à le rapport à la sexualité. Et le truc où les gens sont partis rajouter le corps de la femme noire dedans, tu vois. Et la toute-puissance, en fait, qui jouait autour de ça. En fait, la toute-puissance, c'est-à-dire que t'exprimes, tu dis ce que tu veux. Et après, bon, on va parler, comme toi, tu parlais de... Où je fais aussi ce que je veux, où je me mets dans une île, et je sais qu'il y a des femmes noires et tout, et ça va être beaucoup plus facile pour moi de... En fait, c'est cette espèce de toute-puissance. En fait, on en revient encore au rapport de domination sur le corps noir. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai une dernière... En tout cas, c'était super intéressant, là, on a 1h20 là. C'était super intéressant. J'ai une dernière question. Du coup, nous, on est quoi? On est des femmes, des filles, des sœurs, des amies. Comment on pourrait éduquer? C'est-à-dire,
parce qu'on a amené à des mères, je sais pas si pour l'instant on ne l'est pas encore là, si je ne me trompe pas, hein, on n'est pas encore des mères, mais on a amené à des mères, donc comment on va éduquer nos enfants, même nos amis, même nos proches sur ce sujet-là? Où est-ce qu'on pourrait commencer? Je pense qu'il faut accompagner nos petites filles, nos petits garçons. Parce qu'on n'a pas parlé de le traumatisme psychologique de ces attaques-là. Le fait que parfois tu peux être une jeune fille ou un jeune homme et très rapidement on va te confronter à ta condition de noir avec des attaques ou des réflexions sexuelles alors que tu n'es même pas dans ça. Peut-être que tu sais même pas ce que c'est encore. Et en fait, je pense que très tôt, peut-être que les gens vont dire c'est choquant. Je sais que chez nous, chez les Noirs, on a un peu du mal à aborder la sexualité parce qu'on estime que, c'est comme tu as dit, c'est tabou. Mais je pense que un enfant à qui on a parlé de ça, qui connaît ce que c'est, déjà, va très vite comprendre que ce qui se passe, qu'on est en train de lui dire ou la remarque qu'on est en train de lui faire n'est pas normale. Et s'il sait que c'est pas normal, il va savoir se défendre. Ou en tout cas, il saura aller voir les bonnes personnes pour justement pouvoir arrêter cela. Parce qu'il y a des enfants, même déjà à l'école primaire, on va leur dire des dingueries, tu vois. Alors peut-être pas forcément par des enfants, mais ça peut arriver même des adultes qui disent à des petites filles noires ou à des petits garçons noirs des remarques qui sont déplacées, tu vois, et qui sont un peu de l'ordre de l'hypersexualisation, tu vois. Et il faut en parler. Alors après, je pense que pour moi, encore une fois, la responsabilité, c'est les parents. Et notre génération, elle peut le faire parce qu'on est une génération éveillée sur ces sujets-là, bien plus éveillée que la génération de nos parents qui étaient bridés par la culture. Nous, on est une génération éveillée sur les attaques sexuelles, sur les agressions sexuelles, bref, sur tous ces sujets-là. Et donc, je pense qu'on a les armes et les mots pour pouvoir parler de ces potentielles attaques à nos enfants, à des âges qu'ils peuvent comprendre, je sais pas moi, 10, 11 ans, pour que si ça arrive, même si ça arrive, je sais pas moi, 5 ans après, ils ont 15 ans, l'enfant saura dire que, ah ouais, mais attends, en fait là, on m'a fait un truc, on m'a dit un truc, je comprends pas, pourquoi on me fait cette allusion-là, pourquoi ci, pourquoi ça. Et puis après, il peut soit soulever le sujet directement en face de cette personne-là, soit soulever le sujet avec ses parents, soit même en parler avec ses amis pour que tout le monde se rende compte que, vous voyez, il y a un truc de pas normal. Et donc, voilà, c'est la discussion pour moi, la communication. Ouais. Moi, je te rejoins parce que je trouve que, ouais, comme tu as dit, les parents aussi, parce que nous, dans nos familles noires, les parents ont tendance à ne pas être à l'aise avec ces genres de sujets. C'est-à-dire, dès que ça touche tout ce qui est... Dès qu'ils entendent le mot sexe dedans, là, c'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai que si ta fille vient te voir en te disant « Oui, maman, tel garçon m'a dit un truc comme ça », bon, le parent, après, dépendamment de quel parent, hein, bien évidemment, mais... Les parents peuvent être gênés en disant « Ah, laisse-le et tout, la prochaine fois, ne l'écoute pas et tout. » Non, ils doivent prendre le temps de s'asseoir, d'expliquer en fait à leur enfant. C'est ça. Parce que là, en fait, si tu lui expliques pas, elle va vouloir apprendre par elle-même. Et ça sera pas peut-être de la bonne façon. Ça va passer par les réseaux, soit elle va l'entendre de la bouche de ses amis, elle va être influencée par quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, il y a une responsabilité aussi des parents d'expliquer. Certes, oui, il y a la culture et tout qui fait qu'on n'est pas à l'aise. Les parents aussi, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire que dans leur époque aussi, ils n'ont pas parlé de tout ce qui est sexuel, donc ils ont du mal à parler de ça avec leurs enfants. Mais là, on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. Tout ce qui est lié, en fait, à tout ce qui est agression, Vraiment, faut s'asseoir, avoir une discussion sincère avec ses enfants, leur en parler. Tout simplement. Et encore une fois, ça passe par l'éducation. Éduquer, toujours éduquer. Ouais. C'est très important. Sinon, tu vas aller t'éduquer toute seule et après, à tes risques et périls, quoi, on ne sait pas. Qui va t'éduquer aussi. Hein. Et surtout éduquer les garçons. Éduquer les garçons aussi. Ça commence par eux. Même les filles, à la limite, tu peux les mettre de côté. C'est les garçons qu'il faut éduquer. Hein. C'est eux. Après, le reste, nous, ça va. J'ai vu un truc. C'est vraiment les garçons qu'il faut éduquer. J'ai vu un truc récemment, c'est TikTok. J'ai pensé à ça. Il y a une fille, elle a dit, mais en fait, si pendant 24 ans, on éliminait tous les garçons de la planète, mais les filles, on serait trop bien. On serait en paix. En paix. Non, pour être plus sérieuse, vraiment, faut éduquer aussi les garçons. C'est pas que... En plus, dans les familles africaines, on a tendance à trop dire... C'est les femmes...
les garçons, ils sont traités en roi, en prince. Ah oui, voilà. Et toute l'éducation se fait sur la fille. Toute l'éducation se fait sur la fille. Mais non, il faut éduquer vos garçons aussi. L'éducation, ça passe par les garçons parce que justement, des fois, même ceux-mêmes qui sont derrière tous ces problèmes-là, en fait. Des fois. Bon, je voulais pas généraliser, donc j'ai dit toujours. Soyons honnêtes. Donc oui. Mais même les garçons, parce que, comme on dit, c'est peut-être pas moins sujet, mais l'hypersexualisation des garçons, des garçons noirs, elle commence aussi très tôt, et c'est pour ça que aux États-Unis, tu as beaucoup de cas de jeunes maîtresses, ou je sais pas comment on dit, teachers, professeurs, qui abusent. Alors, on pourrait pas dire... légalement, c'est de l'abus, mais le garçon va te dire non, mais je l'ai voulu parce qu'en fait, il a été matrixé, en fait. Il a été matrixé, on l'a mis dans un moule plus t'es un garçon avec de l'expérience, en plus t'es un homme noir, tu attires, ça y est. Et en fait, non, en fait, le petit, il a 14 ans, etc. Il se rend pas compte qu'en fait, t'as des femmes ou même des hommes qui vont juste profiter de ce délire-là qu'on t'a mis dans ta tête, que plus tu as de l'expérience, plus tu as du body count, plus t'es un gars, tu vois. Non. Non, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, Amélia, toi, ton mot sur ça, comment moi, je pense que vous avez tout dit. C'est vrai que l'éducation, ça a une place importante. Mais encore faut-il avoir accès à l'éducation, encore une fois. Après... Quoi? Après, là, on a dit ça passe par les parents et tout, parce que bon, c'est... Non, c'est vrai. C'est nos piliers. Femmes pas accès à l'éducation. C'est pour ça que je rigole. Non, vas-y, t'inquiète pas. Non, vas-y, explique-toi, t'inquiète. Non, moi, je pense que, l'éducation, c'est important. Après, moi, je pense que ce serait une... Moi, je reste sur mon truc où c'est un problème de dominant-dominé. Et en fait, quand le dominé va enfin pouvoir, tu vois, pouvoir... en fait, se relever, en fait. Parce que pour moi, c'est comme si on est encore dans le... Si on a encore courbé les chines, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore totalement possession de nos moyens et que voilà, en fait, on fait un peu comme on peut. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, c'est plutôt la vision que j'ai. Donc après, effectivement, l'éducation, en parler, etc. Avoir accès à l'information, franchement, je suis d'accord. Mais je pense que c'est la société qui veut ça. En fait, la société, soit on fait partie, soit on fait pas partie. Si tu décides de pas en faire partie, on va dire, ah, mais tu veux pas jouer le jeu. Comment tu veux rentrer dans la partie? Ouais, le truc, c'est que la société nous fait croire qu'on est bon que dans ça. Mais après, c'est à nous de nous dire, on n'est pas bon que dans ça, en fait. Donc, de prendre conscience qu'on peut faire plus, on peut être plus, en fait. On est plus. On est plus. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Certes, ce que la société veut nous faire croire, mais on est plus, à nous aussi de prendre conscience de ça. Comme elle a dit tout à l'heure, on est une nouvelle génération éveillée. C'est-à-dire qu'on a accès. On prend conscience des choses. On est dans une génération éveillée, mais on n'a jamais été dans une société aussi sexuelle et hyper sexualisée. Tu vois, c'est vrai. Mais je veux dire, on est quand même... On est conscient. Tu penses ça parce qu'au final, tu as cette... Et en fait, peut-être qu'autour de toi, dans ton groupe, vous avez cette manière de penser. Mais je suis pas sûre qu'on soit la majorité. Mais justement, on est là pour ça. C'est que on essaie aussi de passer un message. Après, ça veut pas dire que je suis pessimiste. Je suis juste en train de dire qu'en fait, on sera toujours limité par la réalité des faits. Tu vois ce que je veux dire? Ou dans le sens où il y a un dominant et un dominé. Et pour moi, le fruit du problème, il est là, tu vois. Et après, c'est aussi prendre conscience que, en fait, tu peux créer ton truc. Tu peux décider de créer ta propre partie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis dans autre chose. Mais tu peux décider de créer ta propre partie. Parce que dans ce jeu-là, tu vas jamais gagner. Tu vas jamais gagner dans ce jeu-là. Moi, tu vas jamais gagner dans ce jeu-là. Mais c'est écrit d'avance. Désolée. Mais je comprends, c'est ta réflexion. Ouais. Moi, en fait, dans ce jeu-là, c'est couru d'avance, en fait. C'est comme si, je sais pas, je te dis un truc, il y a une télé qui est ici, change les chaînes, mais c'est moi qui ai la télécommande. Comment tu vas changer? T'as accès à rien. En fait, pour moi, c'est ma manière de penser. C'est tu veux changer le truc, mais pour moi, cette partie-là, elle n'est pas faite pour toi. Il faut créer ta propre partie du game. Justement. Voilà, c'est d'en parler, d'en prendre conscience déjà, de réaliser qu'il y a ce problème-là que je dois prendre et créer ma chose. Si j'ai pas conscience de ça, je peux pas créer mon propre parti. C'est ça, parce que moi, si j'ai les rênes du truc,
Tu peux venir essayer de me l'arracher, mais j'ai tout le monde qui est avec moi. En fait, pour moi, je pense que c'est un truc un peu impossible. C'est pour ça que, pour moi, comme je te dis, oui. Moi, c'est ma manière de penser. Ok, et toi, Aura? Non, mais Amélia, tu as dit un truc de super intéressant quand tu as dit c'est à nous de changer les règles du jeu. Oui. Je suis complètement d'accord avec toi, mais ça va pas se faire de notre vivant. Ah, c'est clair. Ça va prendre des années et des années. Ça va prendre des années pour que ça change, mais ça va finir par changer. Parce que on fait partie du paysage maintenant, on est là. Quand je dis on est des gens conscients, c'est que petit à petit, genre là, le fait de s'asseoir, même maintenant sur les réseaux sociaux, tu vois que c'est un peu plus ouvert, tu vois. Les gens n'acceptent plus ce qu'ils acceptent. Ils se lèvent, les moqueries, tout ça, c'est terminé. Ils descendent dans les rues, ils se battent, ils tapent du poing. Même là, nous, on est assis là, on est en train d'en parler. Peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, mais écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Non, mais après, donc, c'est petit à petit. On dit pas que du jour au lendemain, tout va changer comme ça, mais... Ça va changer. Ça va changer. Je vais pas dire que ça va devenir parfait, mais en tout cas, c'est sûr que ça va s'améliorer. Oui. Après, comme tu as dit, ça faut déconstruire les choses. Emeline et Chérie, vous avez parlé de l'éducation. Oui, l'éducation, nous, aujourd'hui, on y a accès. C'est à nous maintenant de le transmettre à nos enfants. Et c'est à nous aussi, entre personnes de couleur, de s'élever entre nous. En fait, le problème, c'est que... Vous, qu'est-ce que vous en pensez? On a dit beaucoup de choses, on a beaucoup parlé. Donc, sur ce sujet de l'hypersexualisation des femmes noires, même des hommes noirs aussi, même des personnes racisées, dans son entièreté. Hein. Bon. Et vraiment, encore une fois, là, on a parlé des femmes noires, mais le problème, c'est toutes les femmes. Toutes les femmes sont hypersexualisées. C'est juste que là, pour la femme noire, c'est beaucoup plus... Bon, parce qu'on part déjà avec un désavantage, c'est qu'on est déjà le fait d'être noir dans cette société-là, ça pose déjà problème. Donc, en plus de ça, on est hypersexualisé, basé sur des stéréotypes surtout. Donc, c'est là le problème. Et là, moi, en fait, le truc, c'est que on a beaucoup parlé, on a beaucoup entendu des témoignages et tout. Vous, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et pour moi, c'est que je suis optimiste parce que je me dis, on est quand même éveillé. Là, le fait déjà de commencer à en parler, c'est déjà un bon début, c'est déjà un bon pas. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a un problème et qu'on veut changer les choses. Donc voilà, moi, c'est vraiment ça. Après, je suis d'accord avec Amélia que c'est chiant. Parce que tu joues à un jeu, tu sais que tu vas jamais gagner. Les règles ne sont pas à ton avantage. Donc, tu sais que quand tu joues à un jeu, tu sais que tu vas tout le temps perdre. Au bout d'un moment, tu es là, tu dis, mais à quel moment je vais pouvoir m'en sortir? Mais on continue. Parce qu'on y croit. Parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Je ne suis pas là pour décourager la population. Non. Au contraire. Non, c'est intéressant parce qu'on partage nos réflexions. Donc, merci beaucoup et n'hésitez pas à réagir, à nous partager vos témoignages à vous aussi et à nous dire ce que vous en pensez. Et surtout, informez-vous. Et encore une fois, ne laissez personne vous juger par rapport à votre apparence, votre couleur de peau, votre aspect physique surtout. Parce qu'on est plus que ça. Avant ce corps-là, on est quand même une personne. On a des qualités intrinsèques. Donc, faut pas se laisser, en fait, décourager, surtout discriminer sur notre aspect physique extérieur. Donc, sur ce, à bientôt dans Racine et Réflexion dans le prochain épisode. Bye!